Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Alors je sais que ça peut paraître bizarre de démarrer une vidéo au sujet d'une technologie qui a seulement 10 ans en évoquant un moment de l'histoire qui en a près de 50. Mais laissez-vous porter par le flot, les liens vont se faire d'ici 2 minutes. Suite à la Seconde Guerre mondiale, les USA sont les grands vainqueurs. Excepté Pearl Harbor en 1941, ils n'ont subi ni destruction ni envahisseurs. Les USA sortent de cette guerre en tant qu'ultime puissance dominante de la planète. Mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse ici, ils finissent par posséder 2/3 des stocks d'or disponibles sur Terre. Ça franchement, c'est beaucoup. À ce moment de l'histoire, tous les belligérants européens sont en crise monétaire. Les USA se proposent pour reconstruire l'Europe, c'est le début des 30 Glorieuses. Ils prêtent des liquidités à foison en dollars, mais pour inspirer de la confiance envers leur monnaie, un coup de génie est mis en place. Les accords de Bretton Woods. Ils permettent aux USA d'affirmer une parité du dollar vers l'or. Pour 35 $, vous avez une once d'or. Toutes les monnaies des États signataires sont libellées en dollars, puis le dollar, lui, est libellé en or. Le dollar devenant un titre pour acquérir de l'or, finit par s'imposer dans toutes les réserves des États du monde entier. L'or étant lourd à porter et difficile à diviser, la simplicité et la confiance envers le dollar deviennent évidents et il s'imposera comme la monnaie d'échanges internationaux de référence mondiale. La planète entière peut se libeller en dollars, c'est le début de l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. L'hégémonie américaine. Mais ça va peut-être pas durer, allez checker ma vidéo sur la Chine si besoin. Le problème, c'est qu'avec la guerre contre le Vietnam et la course pour l'espace face à l'URSS, il a fallu créer des liquidités et donc, grosso modo, créer de l'inflation. On approche de la fin des 30 Glorieuses, les pays détruits sont reconstruits, la confiance envers les USA diminue et tout le monde aimerait bien récupérer son or. C'est d'ailleurs ce que les gens font. Sauf que vous vous en doutez, il y a dès lors plus de dollars sur Terre qu'il n'y a d'équivalent en or dans les réserves américaines. Le dollar se serait probablement effondré, mais Nixon mit un terme à l'étalon or, comme vous avez pu le voir dans la vidéo du début. Et donc on en arrive au monde d'aujourd'hui, le monde des monnaies fiduciaires. Ces monnaies sont générées à la guise des banques centrales et reposent sur la seule et unique confiance que les populations ont envers elles. Il ne reste aujourd'hui sur Terre que des monnaies fiduciaires. Sauf qu'en fait non. Depuis 10 ans, une nouvelle forme de monnaie est née. Elle n'est pas régie par une banque centrale, mais par un protocole algorithmique. Elle ne nécessite pas de confiance car décentralisée. Oui, vous savez de qui je parle. Le réseau Bitcoin est déployé pour la première fois le 3 janvier 2009. Ce premier bloc s'appellera le Genesis Block. Ça fait déjà plusieurs mois que Satoshi Nakamoto, partant du principe qu'il est seul, témoigne de sa découverte sur des forums de développeurs. Il communique aussi ce qu'on appelle un white paper, sorte de description de son projet. J'ai mis le lien dans la description si vous voulez le lire. Tout son travail est en réalité une reprise d'anciens travaux déjà existants, mais il proclame avoir résolu le dernier problème permettant l'existence d'une monnaie électronique décentralisée, le double spending, double dépense. C'est-à-dire éviter qu'un propriétaire de cette monnaie se retrouve à envoyer un même montant à 2 personnes différentes en même temps, doublant ainsi son pouvoir d'achat, mais laissant piéger l'un des 2 récepteurs. La création même de la blockchain était simplement une réponse à ce problème. Et toute cette aberration qu'est la consommation électrique du réseau Bitcoin est en réponse à cet exact même problème. Pour la petite anecdote, Satoshi Nakamoto a laissé une petite note au sein même du premier bloc de sa blockchain. Le chancelier est sur le point de renflouer une seconde fois les banques. Nakamoto fait ici référence à la couverture du Times de ce 3 janvier. Il a dû placer cette phrase dans la blockchain pour 2 raisons. 1. Indiquer que ce bloc a bien été créé à au moins cette date. Et 2. Montrer une partie de ses intentions sur le pourquoi de sa création. Car ce que je n'ai pas encore précisé, c'est qu'à l'époque de la création du Bitcoin, le monde est en sortie de crise. La crise des subprimes a révélé au monde entier cette grande supercherie qu'est le Fractional Reserve Lending. Indirectement ici et plus clairement sur d'anciens forums, Satoshi indique que notre système monétaire est tronqué et que l'une des causes serait la façon dont l'argent est créé puis géré. Je ne vais pas parler du système financier et de la financiarisation du monde dans cette vidéo, mais en quelques mots, le Fractional Reserve Lending, c'est l'idée qu'une banque en détenant 1 seul euro dans ses réserves, par un mécanisme qui ne ferait aucun sens dans un monde honnête,
puis s'en crée puis prêter une dizaine. Cette dizaine d'euros finit dans les dépôts à vue d'une autre banque qui, elle, pourra, peu de temps après, 2-3 manipulations, maintenant créer puis prêter 100 euros et ainsi de suite. Cette création monétaire fait perdre de la valeur à la masse monétaire globale. Sous certaines conditions, le monde semble de plus en plus cher, c'est l'inflation. Satoshi maîtrise bien ces concepts et il est de plus très bon en cryptographie. De ce fait, il pense avoir trouvé une solution, Bitcoin. Pour beaucoup, le Bitcoin est considéré comme une simple monnaie électronique, mais c'est une vision très réductrice de la réelle utilité de cet actif. Le Bitcoin est avant tout à ce jour un outil financier. En effet, très peu de Bitcoins sont utilisés pour faire du commerce, qu'il soit légal ou sur le dark web. Les volumes d'échange du Bitcoin sont principalement spéculatifs. Mais on va y venir rapidement. Il y a au moins 3 conditions de décès pour une monnaie. Le remplacement, comme du franc vers l'euro. L'annexion d'un État par un autre, suite à une guerre, comme en Rome antique. Mais surtout, et c'est la plus grande cause de décès d'une monnaie à notre ère, l'hyperinflation, comme au Zimbabwe ou au Venezuela. Vous vouliez savoir où se trouve la valeur du réseau Bitcoin, vous devez d'abord absolument comprendre ce fléau qu'est l'inflation mal contrôlée. L'hyperinflation est un virus invisible. Il part toujours du même endroit et détruit toujours la vie des mêmes personnes. L'inflation part de ceux qui ont la capacité de créer des liquidités, dixit un roi qui frappe des pièces ou la Banque Centrale Européenne qui crée de l'euro. Et elle finit toujours par détruire la communauté qui voit le coût de la vie augmenter de plus en plus rapidement jusqu'au crash. Ce qui est horrible depuis la financiarisation du monde, c'est que ces liquidités ne sont plus créées pour faire tourner l'économie, mais simplement pour la faire survivre. Mais je vais faire une vidéo sur les banques et banques centrales pour amener plus de chiffres et précisions à ce sujet. Bon, on a parlé d'ordre, de financiarisation du monde, de mort d'une monnaie, de création monétaire et d'inflation. Mais quel est le rapport avec notre cher Bitcoin ? Je vais parler de tout ça pour initier sur une chose, comment notre société crée et gère de l'argent. Et maintenant, je vais aborder la façon dont les bitcoins sont créés. Donc sortons un peu du domaine de la finance et entrons un peu plus dans le domaine de la technologie. Voilà comment ça marche. La création de chaque bitcoin est codée. Personne sur Terre, pas même Satoshi, ne peut en créer de son plein gré. Et déjà, rien que ça change tout. Mais allons dans le détail. Toute information relative au réseau Bitcoin est enregistrée et scellée au sein de la blockchain. La blockchain est une succession de blocs. Chaque bloc contient un ensemble de transactions. À ce jour, environ 600 000 blocs se suivent dans la chaîne pour un total d'environ 250 gigaoctets. Pour qu'un bloc soit ajouté à la blockchain, le mineur qui détient ce bloc doit résoudre un problème, qui est simple à comprendre, mais long à résoudre. Il doit tirer un nombre au hasard, le hash, qui soit plus petit que la cible, la target. On va pas s'attarder sur comment ce hash est créé, mais comprenez juste que ce nombre est entre guillemets aléatoire. Alors je sais que vous voyez quelques lettres à l'écran, mais ce sont bien des nombres. C'est juste que ce n'est pas écrit en décimale, comme en général sur Terre, ou en binaire, comme en général en informatique, mais en hexadécimal. Le 10 devient A, le 15 devient F. Ça permet de comptabiliser plus de possibilités sur un seul caractère, mais on va pas s'attarder là-dessus. Pour faire comprendre concrètement ce qu'il se passe, on va l'imaginer comme un mini-jeu. Un seul présupposé pour jouer, partons du principe que 0 est inférieur à 1. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais maintenant, partons aussi du principe que 0,1 est inférieur à 1, que 0,01 est inférieur à 0,1 et que 0,001 est inférieur à 0,01. Pour rendre tout ça logique d'un coup, imaginez un petit 0 et une virgule juste devant ces nombres et vous aurez tout de suite mon point. Maintenant, le jeu commence. Imaginez que vous deviez tirer un chiffre au hasard. Pour simplifier le trait, on va rester en binaire. Soit c'est un 1, soit c'est un 0. Si la target, donc la cible, est 1, et que vous tirez un 0, votre hash est bien strictement inférieur à la target. Vous avez donc gagné. Et si vous tirez un 1, votre hash est égal à la target. Donc vous avez perdu. Vous l'avez compris, à ce jeu vous aviez une chance sur 2. Donc en moyenne, il suffit de jouer 2 fois pour gagner. Maintenant, rapidement, même jeu avec 0,1 pour target cette fois. Et vous piochez donc 2 fois. Vous pouvez faire 1 puis 1, ou 1 puis 0. Vous êtes supérieur, vous avez perdu. Mais vous pouvez aussi faire 0 puis 1. Égalité, donc perdu. Et enfin, vous pouvez faire 0 puis 0. C'est inférieur, vous avez gagné, 4 possibilités, une seule qui fonctionne. À ce jeu, vous aviez une chance sur 4. Donc en moyenne, il faut jouer 4 fois pour gagner. Si on avait joué avec 001, vous auriez eu une chance sur 8. Avec 0001, une chance sur 16. En gros, plus j'ajoute de 0 à ma target devant le 1, et plus il est difficile d'obtenir un nombre inférieur. Mais ça, c'est mon mini-jeu créé juste pour vous. Dans la vraie vie sur la blockchain, il y a 2 grosses différences. 1, on n'est pas en binaire mais en hexadécimal. Donc vous piochez non plus parmi des 0 et des 1, mais parmi 16 possibilités.
Donc le jeu a une chance sur 2 au début, a maintenant une chance sur 16. Une chance sur 4 devient une chance sur 256, et une chance sur 8 devient une chance sur 4096. Bref, vous l'avez compris, ça monte très très vite, et de plus en plus vite. Et en 2, le nombre de zéros au début du hash nécessaire à la résolution du problème n'est pas décidé arbitrairement comme par moi dans mon mini-jeu, mais décidé par une équation mathématique. On appelle le résultat de cette équation la difficulté. J'ai pas ouvert cette parenthèse technologique pour rien. La difficulté est le facteur commun à tous les mineurs qui aura un impact immense sur le coût de production d'un bitcoin. Et maintenant que je commence à parler du coût de production, vous pouvez peut-être commencer à voir où est-ce que je vais en venir. Cette difficulté est recalculée tous les 2016 blocs. L'objectif de cette difficulté est de faire en sorte qu'un nouveau bloc soit produit toutes les 10 minutes. 2016 blocs de 10 minutes, ça fait 2 semaines. Et elle est donc recalculée toutes les 2 semaines. Je m'explique. Imaginez que vous êtes seul à jouer à mon mini-jeu, et que la difficulté fait que vous avez une chance sur 10 de trouver une bonne solution. Si vous jouez une partie par minute, vous allez en moyenne trouver la solution une fois toutes les 10 minutes. Parfois en 8, parfois en 12, mais vous avez compris. Mais si nous sommes maintenant 2 à jouer à ce jeu dans les mêmes conditions, une solution sera trouvée en moyenne toutes les 5 minutes, car il y aura maintenant 2 propositions de réponse à chaque minute. Et si nous sommes 10, une solution sera trouvée en moyenne chaque minute. Et c'est là que la difficulté intervient. La difficulté, c'est l'équation qui va faire que la solution sera trouvée autour de 10 minutes, quel que soit le nombre de joueurs. Pour résumer grossièrement, si vous êtes maintenant 2, elle va rendre le jeu 2 fois plus difficile. Si vous êtes 10, elle va rendre le jeu 10 fois plus difficile. Et donc à vous tous ensemble, l'un d'entre vous trouvera une solution le premier, toujours en moyenne autour de 10 minutes. Pour recontextualiser tous ces exemples avec des nombres réels, comprenez que dans la vraie vie, on ne parle pas d'une chance sur 2 ou une chance sur 10 à chaque partie, comme dans mes mini-jeux. Ou même d'une chance sur 139 millions comme à l'euro-million. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Le 4 octobre 2019, j'ai calculé qu'il y a une chance sur 54... soit une chance sur 54,8 fois 10 puissance 21 pour arrondir. Ça paraît beaucoup en effet, mais sachez qu'au-delà des cartes graphiques, un bon processeur spécialisé peut jouer à ce jeu plusieurs milliers de milliards de fois par seconde. Dans la réalité, la difficulté n'est pas calculée en fonction du nombre de joueurs, mais en fonction de la somme de l'ensemble de la puissance de calcul des processeurs de tous les joueurs. Cette somme, c'est ce que l'on appelle le hash rate. Et ces joueurs, on les appelle des mineurs. Chaque hash représente une partie. Le hash rate est le nombre de hash par seconde. Il représente le nombre de parties jouées par l'ensemble des processeurs du réseau chaque seconde. En octobre 2019, le hash rate du Bitcoin oscille autour de 100 exahash par seconde, c'est-à-dire 100 puis 18 zéros de parties jouées sur Terre à chaque seconde. 87.39 exahash le 4 octobre 2019 pour être précis. Pour vérifier cette théorie, faisons rapidement le calcul avec les nombres réels que je viens de donner pour le 4 octobre 2019. Sur le réseau Bitcoin, vous avez une chance sur 54.8 fois 10 puissance 21 de trouver une bonne réponse à chaque partie. Et sur l'ensemble de notre planète, les mineurs jouent à ce jeu 87.39 fois 10 puissance 18 fois à chaque seconde. 10 puissance 21, c'est 10 puissance 18 fois 10 puissance 3, ça nous fait 54 800 divisé par 87.39. On obtient 627 secondes nécessaires en moyenne pour trouver une solution, soit 10 minutes et 27 secondes. Nous sommes bien autour des 10 minutes recherchées par le protocole. Ce protocole permet de protéger la blockchain, ok, mais c'est bel et bien une aberration énergétique. C'est 6 millions de processeurs qui tournent 24 heures sur 24 pour protéger le réseau. Et cette estimation est très largement sous-estimée, car peu sont ceux qui minent avec du matériel professionnel. En juin 2019, la consommation électrique du réseau Bitcoin, c'est 67 TWh par an. Dit comme ça veut rien dire. Mais pour le mettre en perspective, c'est l'équivalent de la consommation totale de toute la République tchèque, qui dénombre près de 11 millions d'habitants. 60 à 80% des coûts des mineurs vont dans leur facture énergétique. Mais il faut aussi alors souligner, même si c'est difficilement vérifiable, qu'il est probable que 70 à 75% de cette énergie soit de l'énergie renouvelable, de type hydroélectrique ou thermale, selon la région. Avec tout ça dans le cerveau, j'ai envie de vous dire, bienvenue dans le monde des mineurs. C'est un monde extrêmement compétitif où rester sur place sans investir veut dire perdre en laissant les autres vous passer devant. C'est aussi pourquoi il est difficile depuis près de 2 ans, voire quasi impossible, pour un particulier de miner du Bitcoin dans sa chambre. Acheter des machines, gagner des bitcoins et vendre une partie pour du dollar, puis acheter des machines. Soit vous jouez jusqu'au bout, soit vous êtes mort.
Et toutes les 10 minutes, vous aurez peut-être une bonne surprise. Que vous ayez le gros lot seul si vous avez beaucoup de chance, ou en gagnant beaucoup moins, mais avec beaucoup plus de chance en groupe, que l'on appelle des pools de mineurs. Du Genesis Block le 3 janvier 2009 au 28 novembre 2012, chaque bloc résolu permit aux mineurs de gagner 50 bitcoins nouvellement créés. 10,5 millions de bitcoins ont été créés ainsi. Et c'est maintenant que tout ce que j'ai dit sur l'inflation et la finance en début de vidéo va prendre tout son sens. Car le 28 novembre 2012, quelque chose se passa. Sans nul doute à mes yeux l'événement le plus important du protocole Bitcoin. Aucune surprise ici, tout était déjà écrit dans le protocole du Bitcoin depuis le début. Ce 28 novembre 2012, ce fut le premier halving. Je disais précédemment que 50 bitcoins étaient créés à chaque bloc, donc en moyenne 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Après le halving, ce n'est plus 50 bitcoins par bloc, mais 25 qui furent créés. Le halving, en 2 mots, vous l'aurez compris, c'est la division par 2 du nombre de bitcoins créés à chaque bloc. Donc si vous me suivez bien, c'est aussi la division par 2 de la rémunération des mineurs en bitcoin. Retenez bien ça, car c'est capital pour comprendre la suite. Ce halving se produit en moyenne tous les 4 ans, ou plus exactement tous les 210 000 blocs. Et ceci n'est pas négociable car écrit dans le protocole. Après les 10,5 millions de bitcoins créés jusqu'au 28 novembre 2012, entre cette date et le 9 juillet 2016, c'est 5,25 millions de bitcoins qui ont été créés, donc la moitié. De cette date aux environs de mai 2020, c'est 2,625 millions de bitcoins qui auront été créés, donc encore la moitié. Puis de 2020 à 2024, vous l'aurez compris, 1,3 million de bitcoins seront créés. Et ainsi de suite jusqu'à la création totale de 21 millions de bitcoins. Pour anecdote, si vous voulez savoir quand est-ce que cette histoire s'arrête, 50% des bitcoins disponibles sur Terre ont été créés durant les 4 premières années, 25% durant les 4 d'après. Et pourtant, alors que nous avons déjà miné près de 85% des 21 millions de bitcoins disponibles, le dernier bitcoin sera miné autour de 2140. Oui, vous avez bien entendu, il sera miné au 22e siècle. Donc vous l'aurez compris, les premiers bitcoins ont été plus simples à capter que les derniers ne le seront. 2 types d'acteurs ont réussi à s'enrichir de façon insolente dans ce réseau, les mineurs et les financiers. La plupart des financiers sont des spéculateurs, parmi eux il y a les hodlers. En quelques mots, un hodler c'est un spéculateur de marché, donc un financier, mais qui conserve ses bitcoins sans les revendre pendant au moins un cycle d'halving de 4 ans, à vie ou jusqu'au prochain bull run. Aujourd'hui, tous ces gens sont riches ou fortunés, ils possèdent en moyenne entre 100 et 100 000 bitcoins. Sur le réseau, vous avez 15 000 porte-monnaies entre 100 et 1000 bitcoins, 2000 porte-monnaies entre 1000 et 10 000 bitcoins, et une centaine de porte-monnaies entre 10 000 et 100 000 bitcoins. Beaucoup d'entre eux sont sûrement des exchanges, c'est-à-dire des bourses un peu comme NYSE Euronext pour le marché des actions. Attention, un seul porte-monnaie peut être détenu par plusieurs personnes, voire une organisation. Par exemple, 4 porte-monnaies sont entre 100 000 et 200 000 bitcoins, avec Binance en premier, puis Huobi, Bitrex et Bitstamp. Ils détiennent les bitcoins de tous les gens qui laissent l'accès à leurs bitcoins sur internet. Aussi, plusieurs porte-monnaies peuvent appartenir à une seule et même personne. Donc on peut faire des estimations mais jamais vraiment savoir. D'ailleurs, petite parenthèse, la blockchain Bitcoin n'a jamais été hackée, si ce n'est à ses tout débuts en 2010 quand le hash rate était très faible et que Satoshi Nakamoto travaillait encore dessus. Lorsque vous entendez que des bitcoins ont été hackés, ce n'est pas la blockchain qui a été hackée, mais simplement des gens qui se sont fait voler leur entre guillemets mot de passe, que l'on appelle private key. Avec leur argent fiduciaire et leur bitcoin, ainsi que leurs connaissances acquises en finance de marché, toutes ces whales ou baleines en français pèsent très lourd sur la volatilité des cours. Ils ont parfaitement compris l'intérêt de l'actif qu'ils détiennent et ne souhaitent qu'une chose, faire encore et toujours plus d'argent. Mais ces acteurs sont différents. Les financiers, qui sont l'ensemble des traders particuliers et institutionnels qui spéculent sur la baisse et la hausse des cours, puis les mineurs, qui entre guillemets produisent les bitcoins et qui ont pour objectif de revendre leurs bitcoins plus cher qu'à leur coût de production. Un mineur est souvent financier et un financier est parfois mineur. Mais ce sont 2 métiers bien différents. Eh bien, entrons maintenant dans la dernière partie de cette vidéo où absolument tous les points que j'ai traités avant vont venir se marier ensemble. Après le monde des mineurs, bienvenue dans le doux monde des marchés financiers. Que ce soit sur le marché des actions, des tulipes ou des crypto-monnaies, plus il est facile et rapide de passer d'une position d'achat à une position de vente, et plus l'émotion humaine devient responsable du cours. Mais là où je veux en venir, c'est que sachez que tous les marchés fonctionnent de la même façon. Beaucoup pensent que la valeur boursière d'un actif financier est associée à quelque chose de réel, comme son chiffre d'affaires, ses parts de marché, son projet, son ambition, sa marque, etc. En vérité, selon moi, la dure réalité, c'est que les cours de bourse ne sont que des fluctuations moyennes de l'appât du gain et de la peur des agents économiques concernés.
Tout ce qui reste de la finance de marché du type l'excédent brut d'exploitation, la capitalisation boursière ou les news ne sont autres qu'un ensemble d'indicateurs menant vers plus d'avidité ou de peur. En gros, le cours de marché d'un actif n'est pas le reflet de la valeur économique de cet actif, mais simplement la tendance de notre ressenti et de notre confiance envers cet actif. Rien n'est réel dans ce jeu, si ce n'est l'argent récupéré par les vainqueurs et l'argent lesté des poches des perdants. Alors maintenant, comment font-ils pour faire de l'argent autour de cette place internationale de marché ? Pour les mineurs, la réflexion est assez simple. Ils doivent réduire au maximum leurs coûts de production en gérant au mieux leur consommation électrique et l'achat-amortissement de leurs machines. Leur objectif est que le cours reste toujours au-dessus de leurs coûts de production. La seule manipulation qui leur est nécessaire est la protection d'un certain plancher. Lorsque le coût d'extraction d'un bitcoin est plus cher que son cours de bourse, le mineur en perte finira par éteindre ses processeurs. C'est très difficile à estimer, mais au deuxième trimestre 2018, avec un cours de marché oscillant entre 6 000 et 10 000 $, le coût de production d'un bitcoin était en moyenne de 7 930 $ en France, 14 275 en Allemagne et 3 172 en Chine. Ces chiffres sont vraiment à prendre avec des pincettes. Mais ce que je cherche à dire, c'est que dans ce contexte, durant cette période, il n'était pas rentable de miner en Allemagne, il était de temps en temps en France et durant toute la période en Chine. Si le bitcoin allait vers 15 000 $ durant cette période, un habitant de France, de Chine ou d'Allemagne pourrait miner. Mais pas forcément pour longtemps, car dès lors, le cercle vicieux du protocole Bitcoin entre en jeu. Lorsque le cours du bitcoin augmente, de plus en plus de monde sur Terre peut se permettre d'en miner. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font. Plus de monde rejoint le réseau, le hash rate augmente, donc la difficulté aussi, et donc, en conséquence, le coût de production. Dans le sens inverse, si le cours du bitcoin baisse, les mineurs qui faisaient de faibles marches passent en négative et devront éteindre leur machine. Il y a de moins en moins de monde dans le réseau, le hash rate baisse et donc le coût de production. Donc les mineurs survivants s'en sortent et le réseau reste stable. Pour passer de la théorie à la pratique, on va prendre un petit exemple de faillite sévère de mineurs. Sur ce schéma à l'écran, vous avez le hash rate du Bitcoin depuis sa création. Comme vous pouvez le voir, il n'a fait qu'augmenter depuis le premier bloc, sauf à ce moment. Zoomons un peu et comparons ça au cours du Bitcoin. Autour de la fin d'année 2018, le cours du Bitcoin perd 50% de sa valeur. Durant cette période, le hash rate du réseau vit sa première réelle chute. Mais si vous regardez un peu plus à gauche, vous avez le plus grand moment de l'histoire médiatique du Bitcoin, son fameux passage aux abords des 20 000 $, puis sa chute vers 7 000. Le hash rate a continué de grimper de 50% sur la même période. C'est la preuve concrète et mathématique que les mineurs se sont purement et simplement gavés durant cette période, car leur coût de production était pour tous au-dessus de 7 000 $ par Bitcoin. En revanche, dans le premier cas à droite, on peut dire que 30% des processeurs jouant sur le réseau Bitcoin minaient autour des 6 000 $. Et c'est pourquoi ils n'ont pas pu survivre quand le cours chuta en dessous de ce plancher. Il nous est impossible de connaître ce plancher précisément, mais une chose est sûre, ils manipuleront les marchés de sorte à ne jamais rester en dessous bien longtemps. Mais tant que le cours est au-dessus du plancher, ce business est une vraie industrie et le truc tourne et tout va bien. L'objectif d'une pool de mineurs est d'avoir le plus gros pourcentage du hash rate. Pour me faire comprendre, si vous avez 25% du hash rate, à la longue, vous aurez 25% des bitcoins nouvellement créés. D'ailleurs, car c'est bon à savoir, si vous avez 51% du hash rate pendant un bon moment, vous pouvez contrôler la blockchain, comme Satoshi Nakamoto le pouvait dans ses premiers blocs. Ce protocole pensé par Satoshi Nakamoto est un cercle vicieux car la consommation électrique et le coût de production d'un bitcoin ne font qu'augmenter tant que le cours monte, mais vertueux d'un point de vue sécurité car il devient de plus en plus cher de posséder 51% du hash rate. Et même si à vous seul demain, à coup de millions de machines, vous preniez le contrôle de la blockchain, vous auriez un bien meilleur intérêt à aspirer pour vous la plupart des bitcoins nouvellement créés, plutôt que de détruire la confiance envers le réseau. Maintenant les financiers. Pas de bisounours ici, ces gens sont aussi des manipulateurs. L'objectif est simple, faire de l'argent. Mais la démarche est différente. Les financiers, c'est le contraire. Ils ont besoin que ça bouge. Ils ne survivent pas dans la stabilité, même si le cours est très haut. Deux moyens de faire de l'argent. Les exchanges, profiter du volume d'échanges en prenant des commissions à chaque échange. Les opérateurs de marché, les traders. Leur objectif est de profiter de la volatilité du cours. Comme en finance de marché traditionnelle, ils se regroupent en deux équipes, les bulls et les bears. Les bulls placent des longues, des ordres de marché misant à la hausse, et les bears placent des shorts. Oui, comme dans le film de Big Short, qui sont des positionnements de marché misant à la baisse. Mais on verra tout ça un autre jour, j'avais commencé à écrire énormément sur les financiers car j'ai beaucoup d'inspiration quand il s'agit d'eux. Mais pour être honnête, j'ai eu le sentiment de m'éloigner du sujet. Cette vidéo est sur le Bitcoin et non sur la manipulation de marché. C'est pourquoi j'ai pris la décision au cours d'écriture de faire ma 4e vidéo sur les financiers en parlant des banques universelles et des banques centrales.
En regardant cette prochaine vidéo, vous aurez tout sur la financiarisation du monde et la manipulation de marché. Vous pourrez donc récupérer tout ce que je dirai à propos des marchés traditionnels, puis l'appliquer au marché du Bitcoin. Ce qui me semble important, c'est de signaler que mettre de l'argent dans du Bitcoin, ce n'est pas un investissement. Vos Bitcoins ne font pas de petits, vous ne recevrez jamais de dividendes. Acheter des Bitcoins n'est pas un investissement, c'est un placement spéculatif. Après en avoir acheté à quelqu'un, votre seul et unique objectif est de trouver quelqu'un d'autre plus tard qui vous le reprendra plus cher. Ou alors de vous couvrir contre des risques sur d'autres monnaies ou marchés plus traditionnels, un peu comme l'or face aux actions durant les crises financières. Et c'est ici que le Bitcoin est un outil. Au quotidien, il n'a en réalité aucune utilité. Cela changera peut-être avec des couches secondaires permettant des transactions par seconde équivalentes à Mastercard ou Visa, mais en attendant, il ne sert à rien. Enfin, il ne sert à rien si comme moi vous êtes français ou si plus simplement vous vivez dans une économie plus ou moins stable. D'ailleurs, on dit souvent que le Bitcoin n'est pas réellement une monnaie. Le Bitcoin serait plutôt un refuge de valeur, de l'or digital. Et ça, c'est vraiment pas con. Car ce qui fait le caractère précieux de l'or, c'est qu'il est une référence internationale, échangeable, partout sur Terre. De plus, sa production et son stock est estimable, ce qui permet de calculer son inflation. Et si l'or est si précieux malgré les siècles, tandis que le dollar a perdu 96 à 97% de sa valeur depuis sa création, c'est bel et bien grâce à son inflation. Avec 150 000 tonnes d'or estimées sur Terre et une production mondiale de 3 000 tonnes, l'inflation de l'or est autour de 2% par an. Avec 18 millions de bitcoins sur Terre et une production de 650 000 bitcoins par an, l'inflation du bitcoin est actuellement autour de 3,6%. Mais après le prochain halving, elle sera un peu en dessous de l'or, et en 2024, elle sera 2 fois inférieure à l'or. Très vite, le bitcoin deviendra la monnaie d'échange la moins inflationniste au monde, et ceci par protocole et non par simple volonté gouvernementale. Il est et sera complètement immunisé contre l'hyperinflation. Je parlais d'inflation plus tôt dans la vidéo, et oui, je confirme une nouvelle fois que c'est un problème qui est horrible, mais sans s'être renseigné sur l'histoire passée et actuelle, c'est pas forcément facile à concevoir. Imaginez que vous alliez acheter 5 tomates lundi à 1 euro, mais que mardi elles soient à 2 euros et mercredi à 4. Imaginez que d'un mois à l'autre, votre loyer passe de 1000 à 9000 euros, puis à 75 000 euros le mois suivant. Imaginez que pour acheter ces mêmes 5 tomates un an plus tard, vous deviez arriver avec un sac rempli de billets de 500 et qu'il vous faille une brouette entière remplie de billets pour aller faire vos courses. Ça peut paraître ahurissant ce que je dis, mais la brouette d'argent pour faire ses courses, c'est l'Allemagne de 1923. Et le sac rempli de cash pour des tomates, c'est le Venezuela aujourd'hui. L'hyperinflation, c'est pas l'inflation. C'est pas le fait que vos tomates deviennent de plus en plus chères en version hyper. L'hyperinflation, c'est le fait qu'il n'y ait plus rien dans le magasin. Car le temps qu'il te donne tes 5 tomates, qu'il prenne ton argent et qu'il aille se refournir, il t'aura vendu ces tomates moins chères qu'il n'ira en racheter à son fournisseur. Et combien même qu'il les vende, il vaudrait mieux te les vendre demain, vu qu'il pourra te les vendre 2 fois plus cher. Et n'oubliez pas, j'ai dit plus tôt dans la vidéo, l'hyperinflation ce n'est pas un malencontreux événement comme une pandémie ou un ouragan. L'hyperinflation, ce sont nos dirigeants politiques et nos organisations non gouvernementales qui font n'importe quoi. C'est tout. C'est toujours tel ou tel chef qui nécessite tel financement pour sa guerre, ou telle crise financière qui nécessite tel sauvetage, tel ou tel empereur qui veut voir plus de statues de lui dans sa capitale. Ce n'est jamais, au grand jamais, la faute de la communauté. Le contexte est toujours différent, mais c'est toujours nous qui le payons. D'ailleurs, n'hésitez pas à surveiller ce que fait la Fed et la BCE en ce moment. Mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Le réseau Bitcoin n'a pas besoin d'atteindre 25 000 $ ou 1 million de dollars. Il a juste à ne pas perdre plus de valeur que les monnaies et actifs qu'il couvre. Le réseau Bitcoin n'a pas à sortir de son carcan à 7 transactions par seconde pour répondre à des dizaines de milliers de transactions comme un réseau Visa ou Mastercard. Il a juste à permettre des mouvements financiers ponctuels de l'épargne vers la consommation. Le réseau Bitcoin n'a pas besoin d'être accepté dans tous les magasins, de devenir une monnaie mainstream ou carrément la monnaie mondiale. Il a juste à conserver une convertibilité avec toutes les autres monnaies du monde. La seule chose qu'on lui demande, c'est de faire ce qu'il fait déjà. C'est-à-dire être protégé par des mineurs qui sont payés à la manière de policiers pour défendre le réseau des attaques de pirates informatiques. Tout ça au sein d'un jeu protocolaire qui nous permet de ne même pas avoir à faire confiance en ses agents. Il a juste à être accessible à tous de manière décentralisée, bons et malgré les États et institutions qui le blâment. Il a juste à être disponible sur une clé USB ou en une suite de 12 ou 24 mots sans propriété physique que vous pouvez garder en mémoire dans votre tête. Le réseau Bitcoin n'est pas un projet en devenir, cette révolution est déjà actée. Il est peut-être inutile actuellement dans nos vies, mais il l'est déjà aujourd'hui ailleurs. Et il le sera probablement durant la prochaine crise.
Et combien même peut-être qu'il échouera. Mais le réseau Bitcoin, c'est notre projet. L'apogée de l'open source. La preuve de concept d'une idée nouvelle. La possibilité qu'en fait, il n'y ait plus toujours besoin d'un humain tout en haut pour qu'un projet fonctionne. Mais parfois simplement d'un enchaînement des bonnes lignes de code. Merci énormément à tous ceux qui sont encore là à m'écouter. N'hésitez pas à vous abonner, vu le temps que je passe sur chacune de mes vidéos. Je serai jamais celui qui inondera votre feed YouTube. Je viens de commencer, donc chaque abonnement, partage, commentaire ou like est un réel shoot de dopamine pour moi. Donc si vous voulez mettre un peu de paillettes dans ma vie, sachez que vous pouvez le faire en un seul clic. Comme je le disais, ma prochaine vidéo sera sur la financiarisation du monde, et vous allez voir que leur grand jeu, lorsqu'on enlève les termes techniques, est pas si complexe à comprendre. Merci, à bientôt.